Chaque don compte pour nous aider à franchir avec succès cette période difficile. Financez TVL, maintenant. Financer TVL, c'est essentiel. Face aux médias mainstream subventionnés, ayez de la vraie information, faites des dons à TVL. C'est essentiel. Rendez-vous sur le site tvl.fr, cliquez sur la rubrique dons, on a besoin de vous. Pour la liberté d'expression. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Nouvel Immédiat, le 449. On a un programme très chargé. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Florian. Alors, du pain sur la planche, comme je vous le disais, chers téléspectateurs, avec le programme que voici. On commencera avec une météo de l'info qui ne sent pas le pétrichor, mais qui sent la censure. On est le lendemain du solstice d'été, c'est le premier jour de l'été, mais vous allez voir, il y a un drôle de parfum dans l'air. On continuera avec l'image de la semaine, c'est bien sûr cette vidéo qui a choqué tous les Français qui l'ont vue, cette vidéo qu'ils n'ont pas réussi à cacher. Et puis, bien sûr, le dossier du jour sera consacré à valeurs actuelles, mais dans les pastilles de l'information, on n'oubliera pas la dédicace fracassante d'Éric Zemmour, également Elon Musk qui a mouché Anne-Sophie Lapix, et puis, par exemple, également maman qui devient papa pour la fête des pères pour le Parisien. Programme chargé, je vous le disais, immédiat 449, c'est parti. Monsieur Météo est à la censure aujourd'hui. Censure de l'agression dont a fait l'objet la vente dédicace de Zemmour à Brest. Les médias préférant parler d'affrontement entre les partisans de Zemmour et une gauche bien légitimement indignée. Censure de l'agression dont a été victime une grand-mère et une petite fille à Bordeaux. En parler le moins possible. Si on en parle, dénoncer la récupération politique. Et même menacer de poursuite ceux qui montrent les images sur les réseaux sociaux. En pointe, dans la manœuvre d'occultation, BFM TV, dont le propriétaire est le macroniste Drahi, et le directeur, le non moins macroniste, Marc-Olivier Fogiel, par ailleurs militant LGBTQ, ayant acheté à prix d'or par GPA 2 petites filles aux États-Unis. Marc-Olivier Fogiel, un proche du couple présidentiel qui n'a rien à refuser à la Macronie et en particulier pas à refuser la censure. Le 20 juin à Bordeaux, on nous annonce une agression particulièrement violente. C'est un tweet du préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde qui nous en parle en premier lieu. Une agression d'une rare violence, nous dit-on, a eu lieu ce lundi 19 juin en fin d'après-midi à Bordeaux contre une femme âgée de 73 ans à son domicile et sa petite fille, enfant mineur de moins de 15 ans, avec une vidéo qui aurait été exploitée par les forces de l'ordre et qui très vite va tourner sur les réseaux sociaux. Je vous propose de regarder tout de suite cette vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà vue, c'est le moment. Voici comment France Inter en parle le 20 juin. Je vous propose d'écouter. Un fait divers qui fait réagir l'extrême droite et Éric Zemmour ce matin, révélé par le préfet de Nouvelle-Aquitaine sur Twitter. Il parle d'une agression d'une rare violence hier soir à Bordeaux. Une septuagénaire et sa petite fille auraient été sorties de chez elle et jetées à terre par un homme qui a ensuite été interpellé. C'est ce qu'on voit dans une vidéo diffusée par le maire de Bordeaux. Aurait été, alors qu'on a une vidéo, c'est particulièrement savoureux comme expression, mais on a également Libération qui a fait très fort avec un article, un vol à l'arraché
comme il s'en produit des dizaines chaque jour en France, mais celui-ci a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, suscitant une vive émotion et des raccourcis de la fachosphère. Une petite introduction de l'article qui a été changée ensuite par une septuagénaire et sa petite fille ont été victimes lundi 19 juin d'une agression qui aurait été une tentative d'enlèvement de la fillette, d'après le procureur de Bordeaux. Quelque chose d'un peu plus soft, d'un peu plus factuel. Alors, ce qui est intéressant dans ce traitement, c'est l'usage du conditionnel par France Inter pour des faits établis. On les voit. Filmés, on les voit. Il n'y a pas de doute. C'est intéressant aussi de voir que Libération parle de faits divers, parce qu'on vise à minorer l'événement. Alors, ils apportent quand même cette précision. Un vol à l'arraché, comme il s'en produit chaque jour des dizaines en France, donc ça montre quand même l'ampleur du phénomène. Et donc on voit qu'il y a à la fois une volonté de banalisation et en même temps un aveu. Alors un aveu, il faut quand même voir les chiffres. Il y a eu l'année dernière en France 355 000 agressions violentes, alors que dans les années 1970-1980, il y en avait 50 000. C'est-à-dire une explosion. C'était mieux avant de ce point de vue-là, oui. Et donc il y a une explosion de la délinquance violente, qui est évidemment un phénomène majeur, et c'est un phénomène politique. Il est normal d'en parler d'un point de vue politique, et non pas d'occulter et de mettre la poussière sous le tapis. Exactement, là on voit bien et on comprend bien que ce qui dérange, c'est qu'il y a une vidéo. Et Jean-Yves, je vais même aller plus loin, je vais dire que la vidéosurveillance aura fait cette fois-ci le jeu de l'extrême droite. L'extrême droite. L'extrême droite. Et alors naturellement, les médias très vite réagissent. Avant même de parler de récupération, BFM TV nous parle de l'agression à Bordeaux et précise que relayer la vidéo sur les réseaux sociaux peut vous coûter très cher. Ça, c'est un article qu'ils produisent à 10h38 le 20 juin. La police nationale produit également un tweet juste après en remerciant pour les signalements, en indiquant que l'individu est en garde à vue désormais et en demandant à ne plus partager la vidéo, en remerciant quand même pour les signalements des internautes. La police de la pensée, la police tout court marche la main dans la main dans cette affaire. Ne partagez pas la vidéo, ne montrez pas les faits, cachez les faits. Dans la même temporalité, exactement. Ce qui va être très important suite à cet article de BFM, qui est au mieux une intimidation, c'est ce tweet de Philippe Prigent, qui est avocat et qui, lui, dénonce une fake news juridique de BFM TV. Il précise ceci: en réalité, le délit prévu par l'article 222-33-3 du Code pénal ne s'applique pas lorsque la diffusion de la vidéo s'exerce non pour nuire aux victimes, mais pour participer à un débat d'intérêt général. Ce que vous disiez, c'est-à-dire que ces violences maintenant sont devenues une généralité. C'est un problème politique, donc c'est normal d'en parler. D'autant plus qu'il souligne que le bon sens confirme que personne ne sera emprisonné ou mis à l'amende pour avoir dénoncé des violences. Bien sûr, personne ne partage cette vidéo en se moquant. Et il précise qu'au passage, les personnes qui diffusent cette vidéo pourraient réclamer l'immunité dont les journalistes bénéficient à l'égard de l'article 222-33-3 via une question prioritaire de constitutionnalité en invoquant l'égalité devant la loi entre lui et les journalistes. Et il conclut ce tweet très intéressant: la propension à la censure de BFM est très inquiétante pour le moins. Alors ça, c'est vraiment intéressant, c'est précis, c'est un avocat normalien, c'est un tweet précis, et on voit l'intérêt d'ailleurs d'avoir étendu le volume des tweets sur Twitter, puisqu'il y a une partie qui apparaît, mais on peut aller voir la suite, et là ça permet d'aller vraiment au fond des choses, malgré tout en peu de mots, et de montrer que BFM TV a bobardé au nom de la censure qui est une sorte d'obsession. La censure est l'obsession des gens de pouvoir et des gens de médias aujourd'hui. Ce qui va être intéressant également, Jean-Yves, ça va être la réponse de la maire adjointe du Parti socialiste, Françoise Frémy, qui répond aux inquiétudes de la population de Bordeaux quant à l'insécurité dans les rues. Et elle va souligner quelque chose de très intéressant. On écoute la vidéo tout de suite. Au niveau de la police municipale, tout ça, on a des réunions de travail avec la police nationale, la police municipale, on y travaille, on fait des actions, mais bien sûr on est
Il faudrait peut-être un gendarme à chaque coin de rue pour pouvoir, ça n'empêche pas que l'agression. Moi aussi, ça m'est arrivé de me faire agresser, ça nous arrive à tout le monde. Mais je pense que la ville de Bordeaux, on est conscient. Hein, la ville de Bordeaux est conscient de ce qui se passe. Hein, au niveau de la sécurité, on est conscient et on y travaille. Et particulièrement le maire est particulièrement attentif à ça. Mais c'est pas de suite qu'on va le résoudre, quoi. C'est assez compliqué quand même. Très vite, naturellement également, les premiers articles parlant de récupération politique vont tomber et on commence avec cet article de BFM, encore eux, qui reprend les propos de l'avocate de la famille qui précise qu'ils sont indignés par la récupération politique de ce fait divers et qu'ils trouvent que, cette avocate trouve qu'il est parfaitement indécent de se servir du fait divers pour évoquer une origine ethnique ou justifier des réformes pénales ou migratoires. Donc là, c'est très clair. Le maire de Bordeaux, lui aussi, condamne toute récupération politique locale et nationale. Et Jean-Yves, je crois que vous allez faire un petit point avec nous sur le terme récupération. On en parlait la semaine dernière avec Michel Geoffroy. On en reparle cette semaine. Voilà, on en reparle cette semaine. Et il y a un tweet tout à fait intéressant de Pierre-Romain Thionnet, qui est le responsable du Rassemblement national de la jeunesse, mais ce ne lui interdit pas de réfléchir et de penser, et qui fait un petit dictionnaire de lutte contre l'accès au réel, un petit peu comme il y avait un dictionnaire de novlangue, et il définit récupération ainsi: s'emploie lorsqu'un événement ou une information risque de faire évoluer l'opinion vers des sentiments ou des idées que ne valide pas l'établissement. A contrario, on met en lumière, on appelle lanceurs d'alerte les gens qui mettent en lumière des faits qui peuvent aller dans le sens des intérêts de l'établissement. Voilà. Il faut avoir ça en permanence. Le mot récupération politique est un mot qui vise à interdire de poser les problèmes. Eh bien, il faut précisément poser les problèmes et ne pas se laisser intimider par ce terme qui est un terme qui vise à obtenir une certaine forme, encore une fois, de censure. Et voilà pour l'image de la semaine. Restez avec nous maintenant, place au dossier du jour. Le dossier du jour, il concerne Valeurs Actuelles. On vous rappelle la situation. Le 5 juin dernier, on apprenait que le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles était mis à pied avant un éventuel licenciement qui avait été largement évoqué dans la presse. Le lundi 19 juin, on apprend que le licenciement est effectif. Geoffroy Lejeune poste un message sur Instagram et sur Twitter. Il poste ceci: chers amis, je suis licencié de Valeurs Actuelles au terme de 12 années d'une aventure unique. Il y a 8 mois, votre mobilisation aussi exceptionnelle qu'inédite a permis de conforter les idées de ce journal, son équipe, sa ligne éditoriale et son enthousiasme. Comme vous, j'ai cru que nous étions tirés d'affaire. Mon éviction vient prouver qu'il n'en était rien, que trop d'opposition accumulée me condamnait. Je pars avec la certitude d'avoir jeté toutes mes forces et un peu plus encore dans l'aventure Valeurs Actuelles. Je vous avais promis, voilà 8 mois, de ne rien lâcher. Je tiendrai parole. L'aventure n'est pas terminée. Nous nous retrouverons bientôt ailleurs. Merci pour tout, nous signale-t-il. Jean-Yves, est-ce que vous pouvez refaire un point rapide d'explication sur la situation de Geoffroy Lejeune et de pourquoi est-ce qu'il a été licencié ? Alors, il a été licencié donc par le propriétaire, Iskandar Safa, et Iskandar Safa l'a probablement licencié pour des raisons économiques, parce qu'il a une activité économique importante de marchand d'armes, plus exactement de constructeur de bateaux de guerre, de patrouilleurs, de vedettes, et qu'au fond, il est aussi tributaire de ses clients. Il utilise déjà le spectacle du Monde pour faire un certain nombre de publi-reportages sur des pays auxquels il veut vendre des armes ou chez lesquels il cherche à s'implanter. Et il met en place d'ailleurs à la tête de Valeurs Actuelles, un homme qui est un de ces hommes liges, précisément là où il a son entreprise, puisque c'est un homme qui travaillait pour lui et qui se trouve être le patron de la communauté d'agglomération du Cotentin, là aussi, là où Cherbourg, là où il a son entreprise. Donc la motivation économique paraît l'explication la plus satisfaisante. Mmh. On a d'ailleurs un portrait d'Iskandar Safa sur le site de Logim, vous savez, le partenaire d'Immédiat, qu'on vous invite à aller consulter régulièrement. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de cette information. Il s'agit d'une annonce que Charlotte Dornelas
a faite sur le plateau de CNews sur la décision qu'elle souhaite prendre. Je vous propose de la réécouter tout de suite. On avait 10 000 lecteurs qui s'étaient abonnés pour soutenir la ligne portée à l'époque par Geoffroy Lejeune et la rédaction tout entière. À l'époque, c'était il y a 8 mois. Et là, aujourd'hui, on sait que le licenciement est effectif. Vous devinez ce que je vais faire dans les jours qui arrivent. Voilà. Je ne pourrai pas rester dans ce journal. C'est impossible. Une Charlotte qui est très émue quand elle énonce ses propos. D'autres la suivent d'ailleurs dans ce départ qu'elle annonce. On a des rumeurs selon lesquelles Raphaël Steinville va quitter Valeurs Actuelles. William Goldnadel a également décidé de quitter Valeurs Actuelles. Et puis on aurait des informations qui indiquent que Baudouin Wisselman attend des informations concernant le fait qu'il reste ou pas à Valeurs Actuelles. Il s'occupait plus précisément de VA+, le média en ligne sur YouTube de VA+. Il a posté un petit message sur Instagram, lui aussi, en indiquant qu'on pouvait le rejoindre sur sa chaîne YouTube. Et puis, le lendemain, il a publié sur Twitter un message indiquant aux abonnés de Valeurs Actuelles qu'une équipe restait à se battre sur place et qu'ils pouvaient comprendre les désabonnements, mais qu'ils allaient continuer le combat. Affaire à suivre donc, mais les lecteurs de Valeurs Actuelles en tout cas sont très précis, ils commencent à envoyer des messages, il y a des lettres à Valeurs Actuelles, c'est un peu la panique à bord, Jean-Yves, en quelque sorte. Alors je crois que c'est une certaine panique à bord, il y a beaucoup de départs de journalistes, beaucoup de départs de lecteurs, d'abonnés. Bon, est-ce que Valeurs Actuelles peut repartir ? C'est pas impossible tout de même. Il y a un nouveau directeur qui va arriver, qui était l'adjoint de Geoffroy Lejeune et qui faisait beaucoup de travail, même lorsque Geoffroy Lejeune était là. Il s'agit de Tugdual Denis. Qui est Tugdual Denis ? C'est un journaliste qui vient du Point, mais qui est d'abord un très bon journaliste. Il avait fait à l'époque où il était au Point un portrait absolument admirable de Dominique Vénère lors du suicide de Dominique Vénère. Et c'est un homme qui est de valeur plutôt conservatrice, un bon journaliste, qui est par ailleurs le frère d'un abbé médiatique, puisqu'il a un compte Twitter qui marche assez bien, un abbé traditionnaliste. Donc, et quand il dit qu'il va maintenir une ligne assez conservatrice à Valeurs Actuelles, c'est sans doute tout à fait vrai. Peut-être avec moins de pugnacité que Geoffroy Lejeune, moins d'exubérance que Geoffroy Lejeune, mais enfin, il n'y aura certainement pas une rupture complète par rapport à la ligne précédente. Maintenant, est-ce que ça suffira pour garder les lecteurs ? Est-ce que ça suffira pour garder les abonnés ? Ça sera peut-être plus difficile sur le côté VA+, parce que autant en matière de presse écrite, il y a pas mal de journalistes qui peuvent être sur cette ligne-là. Sur la presse numérique, où c'est plus vif, c'est sans doute pas évident de faire du VA+ pasteurisé. Ça ne marchera probablement pas, et ça sera difficile de trouver du monde une fois l'équipe actuelle partie. Alors, les mots de Tugdual Denis qui a produit une note pour ses lecteurs. Il assure qu'ils vont continuer à faire le même journal, que ce journal demeurera un journal de la droite conservatrice. Ils en ont eu, dit-il, la garantie absolue et la promesse de la part du propriétaire, qui est donc celui qui a bien pesé sur ces décisions, et que les thématiques fortes qui sont celles de Valeurs Actuelles ne changent pas. Et il précise que Valeurs Actuelles ne viendra jamais garnir le cimetière des victimes du politiquement correct. Là encore, Jean-Yves, on continue de suivre cette affaire dans l'immédiat. On commence ces pastilles de l'information avec un coup de gueule, Jean-Yves. Coup de gueule suite à la venue d'Éric Zemmour à Brest pour une dédicace qui s'est passée dans une violence
inouïe. Ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de regarder les suites de tweets de France Bleu, Braise, Isel. Vous savez, je ne vais pas redire Fred, parce que je m'étais lamentablement vautrée pour ce mot la dernière fois. Vous l'aviez d'ailleurs signalé dans les commentaires, vous voyez, je les lis. Donc, je vous propose de regarder les tweets de France Bleu, Braise, Isel qui étaient sur place et les petites vidéos qu'ils ont réussi à prendre. Ce qui est intéressant, naturellement, ce sont les vidéos que l'on vient de voir, mais ce sont également les phrases qui ont été choisies pour informer avec les vidéos. On a par exemple ceci: après des invectives de part et d'autre, Antifa et partisans d'Éric Zemmour en sont venus aux mains. Au niveau des invectives, on entend des « cassez-vous » d'un côté et des hurlements de terreur de l'autre. Donc on pourrait dire qu'on n'est pas tout à fait sur la même piste d'égalité, sur le même plan. Vous avez vu également les images de casse avec des militants d'ultra-gauche qui sont extrêmement violents, hein. On le voit, ils attaquent littéralement en détruisant des vitres, un hôtel et en donnant moult coups de pied et autres joyeusetés. Donc on a une formulation qui est étonnante pour le moins, hein, de la part de France Bleu. Mais ce qui est fort aussi, c'est cette séquence que vous avez sans doute regardée trop vite, mais que je vous propose de regarder à nouveau. Grâce à F de Souche qui l'a souligné, outre les hurlements de terreur dont je viens de vous parler, eh bien on a une personne qui était venue pour la dédicace. Et la vidéo coupe à ce moment-là. On regarde tout de suite. Cassez-vous, 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 cassez-vous. L'adolescent que l'on voit au moment où la vidéo coupe était déjà au milieu de la foule depuis un certain moment. Ils sont au moins à 10-15 contre un militant lecteur d'Éric Zemmour. Quasiment personne n'en parle et la suite ne va pas vous étonner non plus de la part de la presse. On a Ouest France qui titre « Dédicace mouvementée pour Éric Zemmour à Brest, des heurts devant l'hôtel Océania ». On est en Bretagne, mais bon, quand même. Voyons voir du côté de BFM TV. Dédicace d'Éric Zemmour qui a été perturbé par des militants et des syndicats. Ça s'est passé à Brest cet après-midi. L'appel à manifester était fixé à 15h. Plusieurs dizaines de manifestants sont entrés dans l'hôtel où l'événement avait lieu. Des affrontements ont éclaté avec les sympathisants Reconquête. Image de l'intérieur de l'hôtel fourni par l'équipe d'Éric Zemmour. Image également de l'extérieur. Là encore, de la part de BFM TV, on a des mots comme perturbé, comme affrontement, alors qu'en fait on a une attaque qui est visible, perturbée quand même quand il y a un militant à terre qui se fait frapper par 10 personnes. On voit d'ailleurs des images sur BFM TV de ce jeune homme qui a la tête enroulée dans des bandages et qui a fini à l'hôpital. C'est intéressant, mais BFM continue de titrer heurts. Le Monde, dédicace d'Éric Zemmour perturbé à Brest par des heurts avec des manifestants, 2 interpellations. Le Parisien, une dédicace d'Éric Zemmour à Brest perturbé par des opposants, au moins un blessé et 2 interpellations. Ce qui est très intéressant dans ces titres courts, là Jean-Yves, c'est qu'on ne sait pas qui est interpellé, qui est blessé. En l'occurrence, un militant d'Éric Zemmour et 2 interpellés qui sont des antifas. Il faut voir qu'il y a là la connivence entre les médias, et vous appelez les antifas parce que vous êtes gentils, mais moi je préfère employer le mot milice d'extrême gauche parce que ça correspond plus à la réalité. Et les milices d'extrême gauche sont protégées par les médias, puisque quand elles agressent, on part de heurts et on met les 2 camps, au fond, à parité. Par contre, si les gens se défendent, si par exemple les militants de Reconquête se défendent, alors c'est eux qui seront qualifiés
d'agresseurs. Et vous voyez le jeune garçon qui est tabassé par terre, on coupe les images. Il est évident que s'il y avait eu un militant d'extrême gauche qui avait été bousculé par les partisans d'Éric Zemmour, à ce moment-là, on aurait mis en image. Donc il y a une connivence entre les médias de grand chemin et les milices d'extrême gauche, qui visent en plus à interdire aux partis comme le Rassemblement National ou comme Reconquête ou comme les gens qui organisent des manifestations contre l'implantation de foyers de migrants dans les bourgs de France, eh bien, c'est très difficile pour eux de se défendre parce qu'à ce moment-là, la presse leur tombera dessus. Demeure une question essentielle également qui a été très peu soulevée par la presse, c'est que faisait la police ? On a des images très précises des agresseurs, des attaquants. On a des attaquants qui ont réussi à détruire les vitres de l'hôtel. Et il ne s'est quasiment rien passé. Il n'y a quasiment que Samuel Lafont qui a évoqué ce point-là. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un triple scandale dans cette affaire. Le premier scandale, c'est qu'il y a des milices d'extrême gauche, qui sont venus attaquer des adolescents, des grands-mères, des grands-pères, des enfants, qui ont attaqué l'hôtel où était Éric Zemmour pendant une simple dédicace et qui ont fait des blessés. Il y a un blessé léger. Ça, c'est le premier scandale. Le deuxième scandale, c'est que le préfet n'a rien fait. Il a décidé d'attendre, de ne pas donner l'ordre, alors qu'on savait très bien que les milices arrivaient et qu'elles allaient probablement attaquer. Le troisième scandale, qui est extrêmement important et dont on parle malheureusement trop peu, c'est la manière dont une grande partie de la presse a traité le sujet. Mais c'est normal, monsieur. Vous savez ce que c'est ? Ce sont des violences aggravées. Pourquoi c'est normal ? Ça peut aller jusqu'à 7 ans de prison. Savez, il faut qu'on retrouve ces personnes, on parle, qu'on les interpelle et qu'elles soient condamnées. Très bon développement de Samuel Lafont, qui met quand même en cause indirectement, non pas seulement les médias, non pas seulement les ministres d'extrême gauche, mais aussi l'État. L'État de deux manières, avec le préfet, mais le préfet du Finistère, Philippe Mahé, est connu comme militant socialiste, donc il s'est conduit en militant socialiste et non pas en représentant de l'État neutre, et la justice, parce que il devrait y avoir des poursuites. Il y a un homme qu'on identifie, il y a ceux qui sont camouflés. Bon, je veux bien admettre que c'est difficile de les retrouver, mais il y a un homme qu'on reconnaît vraiment très facilement et qu'on voit commettre des gestes de violence. Qu'est-ce qu'on attend pour le rechercher ? Le parquet, qu'est-ce qu'il fait là dans ce cas-là ? Il serait beaucoup plus actif dans un cas contraire. Voilà, donc il y a vraiment un problème systémique entre les milices d'extrême gauche, une partie de l'appareil d'État et les médias. L'État, qui, on le rappelle, avait réussi à mettre des amendes via de la vidéosurveillance suite à des casserolades. Oui, absolument. Donc la reconnaissance, elle est possible. Exact, vous faites bien de le rappeler. Oui, enfin, c'était des casserolades qui mettaient en cause l'immense président Macron qui nous illumine de son savoir et de sa sagesse. Alors, il y a encore BFM TV qui a reçu, à la suite de Samuel Lafont, Éric Zemmour. Et ce n'est pas n'importe qui reçoit Éric Zemmour, c'est Bruce Toussaint. On écoute tout de suite la question proprement hallucinante qu'il a posée à Éric Zemmour. Éric Zemmour, qui est à l'origine de ces incidents ? Vous posez la question ? Écoutez, vous ne devriez même pas poser la question, ça suffit de voir les images. Bruce Toussaint qui enchaîne ensuite en demandant à Éric Zemmour si ce n'est pas lui le problème et en disant à la fin de son propos « Qui sème le vent récolte la tempête ». Alors, c'est tout à fait l'inversion accusatoire. Vous êtes agressé, mais c'est vous qui êtes responsable. Alors, je ne vous le conseille pas, mais supposons que quelqu'un prenne à partie Bruce Toussaint. Est-ce que ce ne serait pas Bruce Toussaint le problème ? On peut se poser la question. On peut se poser la question quand même. Après Macron et le Corona, Macron et la Corona. La Corona, pas la Covid, la bière. Samedi 17 juin, Emmanuel Macron a assisté dans les tribunes du Stade de France au sacre du Stade toulousain en finale du championnat de France de rugby, avis aux amateurs. Par la suite, le chef de l'État est allé dans les vestiaires féliciter les joueurs du Sud-Ouest. Il adore les vestiaires. Il aime beaucoup les vestiaires. Ambiance masculine enjouée. Et c'est à ce moment-là qu'il a ingurgité une bière
cul sec. Je vous propose de revoir ce cul sec présidentiel. La presse a évidemment largement repris cette vidéo et ses faits. Emmanuel Macron boit une bière cul sec après la victoire de Toulouse. Des critiques s'élèvent. Emmanuel Macron buvant une bière cul sec après la victoire de Toulouse en top 14. La bière cul sec de Macron suscite de vives réactions. C'est quand même un peu puéril selon un médecin pour RTL. Décryptage de Macron qui boit une bière cul sec. On est à la limite du dérapage. Macron boit une bière cul sec. Rousseau et Rossignol dénoncent la masculinité toxique et la virilité de ce geste. Libération, Macron et sa bière, vous reprendrez bien un shot de com. Alors c'était un peu plus qu'un shot quand même, une binouse intégrale, faut le faire, même quand on est président. Ne pas boire, Emmanuel Macron amusé, sifflet, bière et requête administrative, la soirée mouvementée d'Emmanuel Macron pour France Info. Alors ça a fait vivement réagir de toutes parts, Jean-Yves. Alors, la masculinité toxique de Macron, il fallait quand même le trouver. Alors, peut-être un petit commentaire. Qu'est-ce que c'est que la Corona ? La Corona, c'est une bière mexicaine, personnellement, que je trouve plutôt médiocre. Pas très bon. Ouais. Mais qui est snob, donc qui a longtemps été assez cher, et qui a été promu par Chirac. C'est un renvoi indirect au chiracisme. Et Sandrine Rousseau, on peut se demander aussi si elle ne fait pas une fleur à Emmanuel Macron, finalement, en le revirilisant de cette façon. Oui, absolument. Oui, sans doute. C'est une vraie question qu'il faudrait se poser. Oui. Elon Musk était à Vivatech le 16 juin dernier, c'était vendredi. Il a déclaré ceci: nous n'allons pas aller au-delà des lois en France, mais la liberté d'expression est importante. Si tout le monde a la liberté de dire les choses qui dérangent, sinon il n'y a pas de liberté d'expression. Si tout le monde n'a pas la liberté de parler, c'est de la censure. Alors la traduction n'est pas extraordinaire, mais ce sont les propos qu'il a tenus en conférence à Vivatech. Mais Elon Musk, il a aussi été interrogé par Anne-Sophie Lapix. Je vous propose de réécouter cette séquence. Moi, j'ai vu une étude très rigoureuse qui a mesuré le nombre de messages de haine qui avait diminué, je crois, de 30%. Alors, il faudrait regarder les données. Sans les données, on ne peut rien prouver. Oui, on peut faire étude contre étude, mais c'est sûr que... Si tout devient message de haine, évidemment, on ne peut plus rien juger, ou alors il faut tout censurer. Mais ça bloquera complètement la liberté d'expression. Parce que où on s'arrête sinon ? Si vous n'aimez pas quelque chose et vous le censurez, tôt ou tard, ce sera vous qui serez censuré à votre tour. Si une loi est promulguée, je me répète, Twitter s'engage à la respecter. C'est un règlement européen, donc vous allez respecter ce règlement européen. Parce que de toute façon, sinon, vous paierez des amendes. Oui, je l'ai déjà dit, Twitter respectera la réglementation. C'est la 4e fois que je le dis. Elon Musk est quand même un personnage tout à fait exceptionnel par son investissement dans l'industrie automobile, par son investissement dans l'industrie spatiale, par son investissement dans la nouvelle technologie. C'est à nouveau l'homme le plus riche d'ailleurs. C'est peut-être l'homme le plus riche. Mais c'est aussi d'un certain point de vue un homme libre. C'est ça qui est intéressant, ce qui n'est pas toujours le cas des hommes les plus riches finalement. Madame Lapix l'interroge pendant 11 minutes pour lui faire admettre qu'il doit censurer Twitter. Alors, il lui répond qu'il respectera la loi, bon, même si au fond, il est sans doute critique vis-à-vis des lois liberticides, mais qu'il n'ira pas au-delà de la loi. Or, ce qu'elle veut, c'est la suppression de tout ce qui est politiquement incorrect, de tout ce qui est trait d'humour plus ou moins de bon goût d'ailleurs, mais voilà. Et il résiste à ça. C'est quand même pas neutre que ce soit Madame Lapix qui dise cela, parce que Madame Lapix, en dehors de son rôle de présentatrice de télévision,
c'est une femme qui reçoit beaucoup avec son mari, M. Sadoun, qui est le patron de Publicis, c'est-à-dire le patron de la principale entreprise publicitaire en France. Et vous savez bien qu'il y a deux manières dans la censure. Il y a la censure directe, on vous interdit de dire certaines choses, on vous coupe certaines choses, et la censure indirecte, on vous coupe les robinets de la publicité. Elle en parle d'ailleurs dans l'interview avec dans Musk. l'interview, vous avez perdu de l'argent parce que vous avez perdu des annonceurs. Mais diable, en quoi les annonceurs doivent-ils dicter la ligne éditoriale ? Quand j'étais petit, on expliquait non, la publicité n'influence pas la ligne éditoriale. C'était évidemment faux. Mais aujourd'hui, la publicité revendique d'influencer la ligne éditoriale. Vous voyez le basculement ? Il y a 30 ans, on disait non, ça n'existe pas. Maintenant, on dit mais oui, mais c'est très bien. Voilà. Exactement. Alors, ce qui est assez amusant, c'est une information à traiter avec prudence, mais les internautes ont constaté que le compte Twitter AS Lapix, qui est revendiqué comme le compte officiel d'Anne-Sophie Lapix par le compte non officiel d'Anne-Sophie Lapix, j'espère que vous m'avez suivi, eh bien ce compte a été suspendu et Twitter signale qu'il suspend les comptes qui enfreignent les règles de Twitter. Alors, pour l'instant, il n'y a que Public qui a repris cette information, la mettant en parallèle avec l'interview d'Anne-Sophie Lapix et d'Elon Musk. Ça semble exact, mais si c'est exact, c'est drôle. Si c'est exact, c'est formidablement drôle. C'est drôle. Un peu de propagande avec Quotidien qui est allé se balader dans les cités. Martin Veil a produit un reportage qui s'intitule Marseille, ville rebelle. C'est sorti mardi 13 juin sur TMC. Je vous propose de regarder quelques extraits choisis qui étaient diffusés sur Twitter. Ce serait compliqué pour nous d'aller aux Oliviers sans vous ? Sans moi, un peu quand même. Si vous venez prendre votre conso, il n'y a pas de souci. Nous découvrons une cité barricadée. Dès qu'une voiture elle rentre, il faut ouvrir les coffres. Regardez comme elle est loin la mer. On va aller jusque là-bas, vous savez combien de bus on doit prendre, combien de métros on doit prendre ? Il y en a. On ouvre les vannes des pompiers. Les petits essaient de faire ça pour éviter d'aller à la mer parce que c'est trop loin pour se rafraîchir. Ils jouent jusqu'à que la police elle arrive et qu'ils referment malheureusement. Ouais. On voit bien qu'on n'est pas la bienvenue. C'est ça le problème. On n'est pas la bienvenue. On n'est pas comme eux. Pourquoi ? Ça se voit dans notre manière de parler, dans notre manière de s'habiller. Des jeunes de quartier, dès qu'ils vont dans le quartier sud, on les reconnaît directement. Ah oui, sortir du quartier, ça serait notre but ultime. Ah ouais. Pour aller où ? Pour aller avec les riches de l'autre côté de la ville. Alors ça, c'est assez intéressant à plusieurs titres. D'abord, là, on le joue cool et rebelle, enfin... Faux rebelle, hein. Le modèle quotidien, c'est faux rebelle, puisque c'est rebelle au service de l'idéologie dominante et au service de la bien-pensance. Alors, faux rebelle. Bon, enfin, on le joue là-dessus. Alors, ce qui est quand même incroyable, c'est la complaisance. La musique est sympa, les petits jeunes ont l'air super sympas aussi. Les petits jeunes ont l'air sympas, enfin, tout ça, c'est la complaisance. Alors qu'on nous explique qu'il y a une frontière. Et que ce journaliste ne pourrait pas franchir la frontière sans qu'on lui ouvre le coffre, qu'on vérifie son identité, s'il n'était pas accompagné d'un fixeur, comme dans une zone de guerre. C'est-à-dire que pour rentrer dans certaines cités de Marseille, il faut un fixeur, comme il fallait rentrer dans certains endroits en Afghanistan ou en Syrie ou en Irak. C'est quand même absolument extraordinaire. C'est le contrôle aux frontières cool. Et là, c'est le contrôle aux frontières cool. La chaîne de M. Barthès, restez avec nous jusqu'au bout, puisque ça va être le portrait du jour. La chaîne de M. Barthès défend les frontières. Il y a de bonnes frontières. Les frontières entre les quartiers immigrés et le reste de la France, quand ce sont les quartiers immigrés qui se protègent. Formidable, non ? Pour la fête des pères, le Parisien a décidé d'accorder un traitement médiatique pour le moins étonnant à une ancienne maman qui est devenue, selon eux, un papa. Et il titre de la façon suivante: j'étais sa maman, aujourd'hui je suis son papa. Après sa transition, la première fête des pères de Sohan. Ou Sohan, je sais pas. Ce prénom de novlangue aussi. Alors, on est quand même dans le délire des informateurs et la propagande, parce que
pour deux raisons. D'abord, ce nombre de cas est quand même extrêmement rare par rapport aux pères normaux, si j'ose dire. Et au demeurant, ce personnage reste biologiquement le père. Il peut raconter ce qu'il veut. Non, biologiquement la mère. J'ai biologiquement sa maman, la mère. aujourd'hui je suis son papa. Biologiquement la mère, pardon. On s'y perd. Hein. On s'y perd, On c'est s'y perd, certain. voilà. Bon, donc il y a la négation de réalité biologique. Et puis il y a la mise en exergue de faits quand même assez rares pour assurer leur promotion. Hein, le Parisien de M. Arnaud, LVMH, est un média de propagande. On est en plein dans le transactivisme, en effet. Paul Laroutou s'est pris les pieds dans les menhirs. Je vous propose de revenir sur ses explications à lui suite à l'affaire de Carnac et du Monsieur Bricolage qui a été construit sur une zone avec 39 menhirs. Partout entendu que ces menhirs auraient été détruits pour faire un magasin de bricolage. C'est absolument faux, c'est plus compliqué que ça. Ces menhirs détruits, ce sont ceux-là. Regardez, les vrais menhirs, c'est tout petit muret. C'est ça ? Menhirs, c'est ça, c'est des pierres en fait. Sauf que les sites internet, la presse étrangère et une grande partie de la télévision reprennent en illustration les images, non pas de la zone de travaux qu'on voit, mais 2 kilomètres plus loin, de ce site mégalithique mondialement connu, classé au centre des monuments nationaux qui regroupe près de 3000 menhirs. Laroutourou est quand même un champion. Là aussi, c'est la rebellitude au service du système. C'est un ex-quotidien d'ailleurs. Hein. C'est un ex-quotidien, exactement, voilà. Il utilise alors le gimmick des soi-disant fact-checkers. C'est plus compliqué que ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, bah oui, on a dénoncé une réalité, mais c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Alors, il faut dire que dans cette matière, sur l'affaire des menhirs, qui sont effectivement des petits menhirs, c'est pas les très grands aliments. Encadré par deux. Mais c'est un site qui était un site archéologique protégé, sur lequel il y aurait dû avoir de l'archéologie préventive, c'est-à-dire une fouille préventive avant une construction éventuelle de ce supermarché. Et là, il y a 2 sites de référence. Il y a le site et monuments de France et il y a le site de l'INRAP, qui est le site de l'archéologie préventive. C'est ça les sites sérieux. C'est pas les fadaises du maire ou du préfet. Et d'ailleurs, Sites et Monuments se sont payés Paul Laroutourou, puisqu'ils lui ont dit qu'il pensait se faire Zemmour, Villiers, Philippot, etc. Mais quand on est ces 3 petits points, voilà, il ne conclut pas, mais c'est rigolo de constater que parfois, on s'attaque aussi aux journalistes. Restons sur la chaîne LCI avec le journaliste phare de la chaîne, Darius Rochebain, qui tient des propos extrêmement intéressants que je vous propose de réécouter tout de suite. Est-ce qu'il existe le risque que nous ayons été un peu trompés par de l'autosuggestion positive ? Il faut rappeler la longue liste de ce qu'on a dit sur ce qui se passait à Moscou, où certains disaient Poutine a le cancer, Poutine a Parkinson, le régime est à 2 doigts de s'effondrer, on parlait de complot tous les 3 jours. Pour l'instant, ce régime tient. Peut-être tombera-t-il demain, mais pour l'instant, il tient. Oui. Et de la même manière, c'est une armée avec beaucoup de faiblesses. On a vu l'alcoolisme, les problèmes, tout ce qu'on voudra, mais elle résiste. Oui, alors il est gentil, il dit on s'est auto-suggéré. D'abord, il faut faire preuve d'un peu d'esprit critique. Il faut savoir que dans le brouillard de la guerre, il faut vraiment être prudent. Mais il n'était pas là pour être prudent. Il a fonctionné comme un agent d'influence de l'OTAN. Et maintenant, il prend un peu de recul, de retrait, au moment d'ailleurs où un certain nombre de grands journaux américains et une partie de l'opinion américaine prend du retrait. Donc, il a été très en pointe dans la ligne OTAN. Maintenant que les États-Unis commencent à prendre un petit peu de recul, pas beaucoup, mais un petit peu de recul, il commence lui aussi à prendre un petit peu de recul. Voilà. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, LCI, c'est vraiment la chaîne pour vous informer sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, en tout cas. Et on termine ces pastilles de l'information avec un coup de chapeau. Il était absent la semaine dernière, le voilà de retour. Une épée de l'âge de bronze a été découverte en Bavière, Jean-Yves.
C'est une chouette découverte. C'est une belle découverte, c'est quand même notre vieux passé, le vieux passé européen qui ressurgit. Qui refait surface. Qui refait surface et qui peut être une source d'inspiration pour l'avenir. Exactement, et puis elle est dans un état magnifique. Je vous invite à regarder la photo et à aller en consulter d'autres si vous le souhaitez. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro d'Immédiat, le 449. Je vous le rappelle, on ne se quitte pas bien sûr avec les gestes essentiels à Immédiat. Le pouce en l'air, un commentaire juste en bas de cette vidéo, partagez la vidéo également. Et puis on n'oublie pas le portrait piquant qui est particulièrement intéressant cette semaine. C'est Barthès, l'homme de quotidien. Ne manquez pas. Le ricaneur de quotidien. Le ricaneur. Merci à tous de nous avoir suivis. En tout cas, on vous dit à très vite sur TV Liberté et vérifiez bien que vous êtes abonnés à la chaîne. Place au portrait piquant. Aujourd'hui, nous parlons d'une icône bobo de l'information divertissement. Avec sa gueule et sa décontraction, Yann Barthès est devenu, en quelques années, le gendre idéal de la conseillère d'écho dans le Marais, ou son fantasme télé le plus avouable. Longtemps animateur du Petit Journal sur Canal, ce jeune cadra a poussé ensuite au plus loin sur Quotidien de TMC le concept de l'actualité à la fois légère et malhonnête. Né en 1974 à Chambéry, il passe un DEUC d'anglais avant de s'orienter vers le journalisme. Il débute son ascension à Canal en 1998. D'abord stagiaire, il passe ensuite au Grand Journal de Michel Denisot en 2004, avant d'apparaître sur le plateau en 2007 pour livrer déjà une version humoristique corrosive de l'actualité. En 2011, le présentateur a sa marionnette au guignol de l'info et au mois de septembre de cette même année, une nouvelle formule du Petit Journal est lancée, plus longue, et elle est aussi diffusée un jour de plus. En 2012, le journaliste amorce une discrète carrière parallèle d'acteur. Le concept de l'émission procède essentiellement par montage et dérision. Le recyclage de propos tronqués et la malhonnêteté sont des écueils fréquents. Très loin, vraiment très loin du journalisme. La commission de la carte d'identité des journalistes a d'ailleurs refusé d'attribuer leur carte de presse à 6 membres de son équipe. Le 9 mai 2016, Yann Barthès annonce qu'il quitte l'émission Le Petit Journal et par la même occasion la chaîne Canal+. À partir de septembre 2016, il anime l'émission Quotidien sur TMC avec une grande partie de son ancienne équipe. L'Observatoire du journalisme, l'OJIM, a consacré 2 brochures à l'histrion de Quotidien. Une sous forme numérique et l'autre sous forme papier, dans la collection Désintox, qui pratique l'effet vampire. Pour faire disparaître le vampire du conformisme et du politiquement correct, rien de tel que de l'exposer à la lumière. La brochure, la voici, et je ne vais pas résister au plaisir de vous lire la 4e de couverture, à 4,90 €, hein, c'est vraiment pour rien. Je cite, « Yann Barthès est une des figures d'un genre qui mélange désinformation et divertissement. Un format qui se veut incorrect, mais qui incarne les valeurs d'une bourgeoisie ricanante, championne de la dérision. Si la liturgie est hybride, le catéchisme libéral-libertaire est asséné de manière orthodoxe, quitte à faire avaler une marchandise avariée aux fidèles. La morgue, le vide, le faux. La trilogie d'une époque. Morgue, vide, faux. Un portrait en 3 mots.